Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Tech Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Nous avons des news intéressantes cette semaine-ci, notamment le fait que le framework laptop 16 pouces est enfin disponible en précommande, y compris en France d'ailleurs. Nous avons aussi des news comme quoi Intel va arrêter de faire des nukes, les petits PC. Nous avons des news au niveau carte graphique avec notamment la sortie de la 4060 Ti 16 Go. Et il n'y a personne qui en a une pour review. Vous verrez plus après. Et encore d'autres news. Vous avez une table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture. Comme d'habitude, n'hésitez pas à sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus. Commençons tout de suite. La première news de la semaine, c'est le fait que je ressors de 3 jours de peinture de mon nouvel appartement. Bon, en réalité, je peins pas tout le temps parce qu'il fallait attendre que la peinture sèche aussi. Enfin bref, je raconte ma vie parce que ce nouvel appartement va me permettre aussi de faire des choses tech assez intéressantes parce que j'aimerais que ce soit une maison high-tech. Donc vraiment, ok, il y a un système, je sais pas moi, par exemple, d'éclairage intelligent. Mais j'aimerais que tous ces systèmes aussi soient pas forcément dépendants du web. Ça, c'est quelque chose qui est selon moi très important. C'est que, par exemple, vous avez des services, vous les utilisez, vous dites, ah, ça marche bien. Et puis le jour où vous n'avez pas Internet, vous vous rendez compte que vous avez besoin d'Internet pour utiliser ce truc-là. Un truc connecté qui est chez vous. Ce qui est, selon moi, de la folie. Donc, je vais faire en sorte de faire correctement les choses justement à ce niveau-là et vous montrer ce que ça donne. Il y a un autre truc intéressant que j'aimerais faire, c'est que vous avez déjà vu ces meubles TV que vous pouvez mettre au bout de votre lit, genre au pied de votre lit, et genre vous appuyez sur un bouton et puis il y a une TV qui sort du meuble. Ça coûte la peau des fesses. Si vous avez déjà été voir les prix, ça coûte très très cher. Mais j'ai trouvé sur Amazon un moteur qui permet de faire la même chose, qui a une fixation TV et tout, c'est vraiment fait pour ça, et qui coûte genre un peu plus de 200 €. C'est un budget, mais ça, plus un meuble Ikea pas trop cher, avec un petit peu de bricolage, et vous pouvez faire la même chose pour une fraction du coût que normalement ça coûte. Parce que ce genre de meuble, j'en ai déjà vu à 1000, 2000 €. C'est de la folie. Et en plus, là, vous avez le choix du meuble, parce que vous pouvez prendre n'importe quel meuble que vous voulez pour rajouter ce système-là. Donc ça, ce sera le genre de vidéo que j'ai envie de faire un petit peu là-dessus. Donc ça arrivera petit à petit. Hein. Vous n'avez pas à en avoir une dès la semaine prochaine, autre chose. Il faut encore que j'emménage et tout ça. Le studio ici sera toujours le même. Hein. Je continuerai de faire des vidéos ici, pour ceux qui se demandent. Mais de temps en temps, peut-être que vous verrez des vidéos dans l'appartement aussi. Si ça vaut la peine, justement, d'enregistrer là-bas. Ça donnera aussi un peu plus d'arrière-plan quand je fais des plans de certains produits. Je pourrais les mettre plus en utilisation réelle, dans un environnement normal, plutôt que dans un studio fait pour ça. Donc, ouais. Basiquement, ça devrait donner de meilleures vidéos et aussi permettre de nouvelles vidéos, comme je l'ai dit. Donc ça, j'ai vraiment hâte. Si vous avez des idées pour une maison high-tech ou autre chose que vous voudriez voir, peut-être une sur le Wi-Fi, peut-être une sur les trucs connectés, justement, les lampes connectées, peut-être des switches de lampes connectées, je sais pas. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça je pourrais regarder à ce qui pourrait être le plus intéressant. Mais je peux vous dire qu'une des premières sur lesquelles je vais travailler, c'est justement ce meuble avec une TV qui pop, parce que c'est cool, c'est vraiment cool. Et au moins, vous n'avez pas une TV qui traîne derrière le lit, ce qui fait pas très propre. Vous la repopez à l'intérieur, c'est propre, c'est génial. Et vous avez un meuble en plus pour ranger des choses, je suppose. Bon, il y a une TV rangée dedans, par défaut, donc pas trop possible de ranger beaucoup de choses. Enfin bref. Donc la première news de la semaine, c'est que le Framework Laptop 16 pouces est disponible en précommande. Si vous ne connaissez pas Framework, c'est une compagnie qui a pour but de créer un ordinateur portable, ou plutôt des ordinateurs portables, entièrement modulaires et réparables. Donc là, on peut le voir, le Framework Laptop 16 pouces, vous pouvez facilement enlever la bordure de l'écran, mettre une autre bordure d'écran. Vous pouvez facilement choisir d'avoir un clavier full size ou un clavier non full size. Vous pouvez mettre le trackpad un peu plus à gauche, vous pouvez le mettre un petit peu plus à droite, ou vous pouvez le mettre au milieu par exemple. Donc il y a vraiment énormément de possibilités. Donc le 16 pouces, c'est personnellement celui que j'attendais depuis un petit moment, parce qu'ils avaient un 13 pouces jusqu'à maintenant, et 13 pouces c'est bien, il n'y a pas de problème, mais moi, j'ai besoin d'un GPU dédié. Et justement, le 16 pouces a un GPU dédié. Donc, pour vous montrer un petit peu, alors déjà, si vous êtes belge comme moi, vous ne pouvez pas le commander. Il faut avoir une adresse en France pour le faire livrer. Donc, je vais devoir voir avec une de mes connaissances en France pour le récupérer, ma foi. Dans tous les cas, vous devez aussi changer le site. Par défaut, c'est aux États-Unis. Donc, vous devez vraiment mettre France, ou si vous habitez dans un de ces autres pays, vous devez le mettre. Et vous pouvez choisir aussi la langue et vous devez sauver. Si vous ne faites pas ça, quand vous configurez le laptop et que vous le commandez, vous ne pouvez pas changer le pays à ce moment-là. C'est un peu stupide, mais bon. Et là, vous pouvez commencer à le commander. Donc, il est basé sur du Ryzen d'ailleurs. Donc, ça, c'est pour moi génial parce que je trouve que les processeurs Ryzen
ont juste une meilleure économie de batterie, dure plus longtemps, donc ça permet d'avoir un ordinateur que vous pouvez vraiment utiliser sans qu'il soit connecté tout le temps. C'est un petit peu un problème chez Intel qui devrait essayer de régler parce qu'ils sont capables d'avoir un ordi qui consomme pas beaucoup. C'est juste que je ne sais pas pour quelle raison, ils ne s'amusent pas forcément à le faire ou il y a quelque chose qui l'empêche. Bref. Et comme d'habitude, aussi avec Framework, vous pouvez avoir une version que vous faites vous-même ou une version que vous avez préconstruite. Et vous économisez de l'argent avec la version que vous faites vous-même. C'est pas très compliqué en plus, donc moi je le recommanderais si vous y connaissez un minimum. Donc on a soit un Ryzen 7 7840HS ou un 7940HS. Ce sont des Weaker 16 threads tous les deux. Je sais pas s'il y a vraiment beaucoup d'intérêt à passer au Ryzen 9 honnêtement. Ils sont tous les deux à 45 watts d'ailleurs. Et vous pouvez... la carte graphique intégrée aussi, c'est la 780M. C'est la même dans les deux processeurs aussi. Donc pour ceux qui se disent, peut-être qu'il y a une meilleure carte graphique dans le plus gros. Non, exactement les mêmes specs, même fréquence et tout. Et si vous choisissez un GPU en plus, un vrai GPU, vous aurez une RX 7700S qui est basiquement... C'est pas une carte graphique dégueulasse, c'est une bonne carte graphique. Je ne me souviens plus trop du niveau de performance. Elle est à 100 watts maximum avec 8 Go de GDDR6. Donc, probablement, attendez-vous à des niveaux de performance proches d'une 4060 au niveau mobile. Une RTX 4060 mobile, pas une version PC évidemment, fixe. Donc, ce serait pas mal pour beaucoup de gens, mais vous n'avez pas encore d'option ultra haut de gamme ou autre chose. Vous pouvez choisir vos SSD, mais vous pouvez aussi choisir de ne pas avoir de SSD. Et voilà un petit peu les dimensions d'ailleurs du laptop. 2,1 kg sans le GPU externe. Enfin... le GPU en plus. Et si vous choisissez d'avoir le GPU, c'est 2,4 kg et l'ordi dépasse un petit peu plus à l'arrière. C'est un 16 pouces en 16 dixièmes. Et pour information, il est à 165 Hz et c'est du 1440p, enfin un peu plus que 1440p du coup. Assez bon écran de ce que j'ai vu. Et au niveau des ports, évidemment, vous avez le système modulaire de chez justement... Framework, donc vous pouvez mettre autant d'USB-C que vous voulez. Il y a 6 modules possibles de chaque côté, donc vous pouvez configurer comme vous le voulez. On a aussi du coup une batterie jusqu'à 85 Wh. Peut-être que plus tard ils feront des modules justement qui utilisent le module GPU pour avoir encore plus de batterie, on verra bien. Et puis le reste de fonctionnalités, c'est assez classique. Et comme j'ai dit, c'est un ordinateur entièrement modulaire comme on le voit ici. Donc vous avez un module justement pavé numérique. Si vous voulez pas de pavé numérique, vous n'êtes pas obligé de le prendre. Mais si vous en voulez un et que vous en avez besoin, vous pouvez le rajouter. Vous pouvez même le mettre à gauche au lieu d'à droite. Donc ça, c'est vraiment génial. Honnêtement, je pense que Framework fait quelque chose qui est exceptionnel et c'est la première vraiment compagnie à réussir à arriver à faire ce genre de choses. Et aussi, toujours très important avec Framework, vous pouvez voir que la carte mère, ça ressemble à ça. Et la carte mère, vous pouvez d'ailleurs, si plus tard dans le futur vous voulez upgrade, ils fourniront des kits d'upgrade comme ils l'ont fait avec la version 13 pouces. Donc s'il y a des nouveaux processeurs qui sortent, vous pourrez les upgrade. S'il y a un nouveau module graphique, normalement vous pourrez l'upgrade. Et si vous n'avez plus besoin de l'ancienne carte mère, vous pouvez la mettre dans un boîtier externe et l'utiliser comme un PC fixe. Donc vous pourriez la donner à quelqu'un pour lui faire un petit PC ou autre chose. Donc c'est génial, c'est franchement génial. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Et c'est là que va le module. Par défaut, si vous ne prenez pas la carte graphique, en fait, vous avez une sorte de module de refroidissement qui a juste les ventilateurs, justement. C'est des ventilateurs Cooler Master, d'ailleurs. Fun fact. Donc il y a de l'air qui sort par la gauche pour refroidir le processeur. Et ça, forcément, vous avez un processeur. Et si vous mettez le module graphique, vous aurez des ventilateurs qui refroidissent aussi le radiateur processeur, mais en plus le radiateur GPU. Et ça, c'est... un petit désavantage avec ce design-là, forcément, c'est que le système de refroidissement n'est pas partagé entre le processeur et le GPU. Ce qui peut, dans certaines situations... quand vous jouez à des jeux vidéo, le processeur n'est pas vraiment utilisé à 100%. Donc, les ordinateurs gaming utilisent le radiateur du CPU pour refroidir un carte graphique. Donc, ça vous donne un avantage. Ici, vous ne l'avez pas. Donc, c'est un petit peu un désavantage du système modulaire. Mais je pense que ça vaut largement la peine. Et il y a la place derrière. Et comme ils l'ont montré, c'est peut-être pas le 16 pouces le plus compact, mais il est plutôt compact. Et ce qu'ils peuvent faire en sorte, pour mieux refroidir, c'est qu'ils peuvent tout simplement faire en sorte que le module à l'arrière ressorte plus. Donc, dans le futur, s'ils font des modules avec des encore plus gros GPU, ils pourraient le faire ressortir encore un petit peu plus. Certaines personnes n'aimeraient pas ça, mais ça vous donnerait au moins la puissance. Donc, ouais. Bref, dans tous les cas, moi, je suis hyper intéressé. Je vais certainement le précommander si je peux.
Parce qu'encore une fois, je ne peux pas en Belgique, donc ça, c'est un petit peu embêtant. Si vous êtes en France, pas de problème. Et du coup, on verra bien ce que ça donnera. Ensuite, on a une news au niveau de Samsung et de leur nouvelle TV 83 pouces. Pourquoi je parle de ça? Parce que ces derniers temps, en réalité, je fais pas mal de recherches au niveau de TV parce que j'en veux une pour mon nouvel appartement. Et du coup, je suis en train de regarder quelles sont les meilleures, quelles sont les moins bonnes. Je pourrais littéralement faire d'ailleurs une vidéo de recommandation là-dessus parce que j'ai fait énormément de recherches. Et un truc que j'ai découvert pendant mes recherches, c'est que les constructeurs de TV aiment bien rendre les choses très compliquées. Et cette news, justement, l'illustre assez bien. Parce que Samsung, évidemment, fabrique des écrans OLED, des panneaux OLED, notamment leurs nouveaux panneaux QD OLED sont vraiment pas mal. Le problème, c'est que Samsung ne peut aller au-dessus de 77 pouces. C'est leur maximum. Leurs usines sont configurées pour faire maximum 77 pouces. Donc, s'ils veulent faire plus, ils devraient littéralement changer leur chaîne de production, ce qui est un peu compliqué. Donc, Samsung est en mode « Ouais, mais on veut des TV au-dessus de 80 pouces. » Eh bien, ils ont été voir LG, leur plus grand concurrent, pour fabriquer des dalles OLED à utiliser dans une TV Samsung, ce qui est déjà très particulier. Mais là où ça devient la confusion totale, c'est que du coup, cette nouvelle TV sera la S90C. Alors déjà, les noms chez Samsung, je dois bien l'avouer, là, c'est... Chez LG, au moins, c'est genre, les gammes LG de chez OLED, ils ont les C1, et puis l'année d'après, ils font les C2, et puis les C3. Donc, il y a une certaine logique. Samsung, non, ils ont les QN85B, les QN85A, ils ont aussi les QN90B, mais c'est pas la même chose que la S90C. Enfin bref, ça apporte vraiment en confusion. Et là, le truc qui rajoute la petite cerise au-dessus du gâteau, c'est que on va arriver dans une situation où peut-être que les autres modèles en dessous de 80 pouces, donc ceux qui sont à 55, 65 et 77 pouces, utiliseront toujours des dalles de chez Samsung, QD OLED, mais le modèle 80 pouces aurait une dalle totalement différente. Donc les performances, la qualité, tout ça serait totalement différente en fait. C'est même pas les mêmes TV. Ça me fait un peu penser justement à ce que fait Samsung quand ils sortent les Galaxy S avec deux processeurs différents. C'est même pas forcément les mêmes smartphones à cause justement de ces deux processeurs différents. Et là, c'est totalement ce qu'ils font aussi ici. Et on pourrait même voir une situation où LG pourrait donner des panels de 77 pouces aussi. Donc pas juste le 83 pouces. Donc là, on aurait une situation où certaines TV en 77 pouces auraient le panel LG et d'autres, le même modèle de chez Samsung, auraient la dalle QD OLED. Et là, ça devient n'importe quoi. Donc là, c'est juste pour vous illustrer le monde de la confusion totale des TV. Franchement, c'est n'importe quoi. Et tous les constructeurs sont responsables. Vous avez aussi, par exemple, iSense, constructeur de TV. Ils font des TV intéressantes, surtout niveau entrée de gamme. Et ils ont un modèle en particulier qui, aux États-Unis, est vraiment bon. En Europe, pas du tout le même panel, pas du tout les mêmes performances, et il est pas aussi bon. Il est genre même à éviter. Donc ça vous montre juste la confusion de ces fabricants de TV. Donc juste pour dire que si vous cherchez une TV, comme moi en ce moment, bonne chance, franchement bonne chance, parce que c'est n'importe quoi. Ensuite, une petite bonne nouvelle pour les utilisateurs de Linux, le système d'exploitation pourrait passer en tout cas les 3% d'utilisation globale du marché. Alors 3%, ça reste pas grand-chose, mais c'est en progression depuis pas mal d'années. Et si on rajoute aussi Chrome OS, qui est techniquement basé sous Linux, ça pousserait les chiffres à plus de 7% en réalité. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc oui, ce sont des stats qui viennent de StatCounter et ça montre justement l'évolution un petit peu des systèmes d'exploitation. On voit que par exemple Windows, qui domine évidemment, a eu une baisse assez notable justement comme vous pouvez voir vers mars et avril 2023. On voit aussi que macOS continue de gagner du terrain, donc c'est le deuxième plus utilisé. Ils sont passés même à plus de 20% maintenant, donc ça c'est assez intéressant. Je pense que ça vient du fait que les derniers Mac, avec les puces M1, M2 et tout ça, sont tellement bons qu'il y a de plus en plus de gens qui passent sur des PC justement macOS. Notamment, c'est le cas de pas mal de gens de l'équipe de chez Linus Tech Tips, donc ça ne m'étonne pas. Donc ouais, juste pour montrer que Linux a eu une petite progression. Et certainement, c'est dû, à mon avis, pour moi, au Steam Deck, clairement. Alors pas juste le Steam Deck, mais le Steam Deck s'est vendu à énormément d'exemplaires.
Et c'est un full PC sous Linux, donc ça ne m'étonnerait pas que ça booste petit à petit les stats justement de la plateforme. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui sont utilisateurs de Linux, parce que plus il y a de gens sur Linux, plus ça augmente l'intérêt de Linux, plus il y a de personnes qui travaillent sur Linux, qui travaillent sur des logiciels, qui travaillent sur des jeux, n'importe quoi, et petit à petit, ben, ça valide de plus en plus la plateforme. Parce que Linux est très bon, il n'y a aucun problème avec Linux. Le problème de vraiment Linux, selon moi, c'est que en tant que grand consommateur, vous ne pouvez pas forcément aller dans un supermarché, dans un magasin d'électronique, acheter un appareil et il y a Linux dessus. C'est très rare, à part un Chromebook, justement. Donc, si on pouvait normaliser ça, ben, ça aiderait à justement énormément développer Linux. Et selon moi, euh, si les choses continuent comme ça, surtout avec les petits appareils mobiles qui sont de plus en plus sous Linux, on pourrait voir un moment où Linux commence à vraiment prendre du terrain. On voit aussi que macOS, forcément, grâce aux puces M1 et M2, encore une fois, ont aussi une énorme progression, comme j'ai dit juste avant. Donc là aussi, il y a peut-être quelque chose. Si justement, il y avait, je sais pas moi, des bons processeurs qui sortaient, qui étaient basés justement sur une architecture ARM, où Linux a en général un meilleur support que Windows, parce que Windows est vraiment mauvais avec ARM. Peut-être aussi qu'on verrait ça se développer. Si on avait de plus en plus d'appareils, je sais pas moi, si tous les ordinateurs portables en dessous de 600 euros, pour tous ceux qui ne veulent pas jouer à des jeux vidéo, commençaient à être sous Linux, pas juste Chrome OS, genre Linux de manière générale, ça pourrait énormément développer justement la plateforme. Donc on verra bien ce que ça donnera, mais en tout cas c'est en progression. Ensuite on a une news un petit peu triste selon moi, c'est que Intel va arrêter de faire des nukes. Alors ça ne veut pas dire que le format des nukes et tout ça va totalement disparaître, parce que vous avez d'autres marques comme apparemment Asus aussi va reprendre pas mal là-dessus, peut-être même en partenaire avec Intel, mais ils en fabriquent déjà. Vous avez aussi Zotac, vous avez aussi MSI, en réalité ASRock. ASRock en fabrique pas mal en réalité, qui eux fabriquent également des mini PC. Donc c'est les Intel Nuke, ce sont les Next Unit of Computing, ça veut dire ça le NUC, l'acronyme. Et le but c'était oui vraiment de faire des mini PC que vous pouvez mettre derrière un écran très facilement, ou même des mini PC gaming comme celui-là que j'ai juste derrière moi ici, qui est l'Intel Nuke Extreme 12, que j'avais déjà montré par le passé. Pour moi, les Intel Nuke sont très intéressants, mais je pense que peut-être qu'Intel en a marre de les fabriquer, parce que c'est un peu beaucoup de travail en fait. Il faut les fabriquer, il y a des stocks à avoir et tout ça. Donc je pense que la raison pour laquelle ils arrêtent d'en fabriquer ici, c'est que il y a d'autres marques qui en font maintenant, des très bons, et que Intel peut juste continuer de fabriquer des processeurs pour aller dans ces Intel Nuke, et ils se font autant d'argent, c'est beaucoup moins compliqué pour eux, et leur idée de faire des mini PC comme ça continue d'être propagée par d'autres marques. Donc, je suis pratiquement sûr que c'est pour ça. Maintenant, ça veut dire aussi que peut-être nous n'aurons plus jamais de Intel Nuke Extreme. Et ça, c'est assez triste, parce que ce sont des mini PC très uniques. Même si Intel, avec la dernière génération, les Intel Nuke Extreme 13, a tellement augmenté la taille que pour moi, c'est plus vraiment un Nuke, c'est plus un PC Mini TX. Mais bon, il y avait quand même quelque chose de très intéressant, et c'est dommage de voir ça fort probablement partir. Ensuite, nous avons plus de news sur Intel, avec notamment l'arrivée de la 14e génération. Donc là, on a un peu plus d'informations sur les specs des processeurs qui vont arriver. Donc évidemment, nous aurons un Core i9, le 14900K, nous aurons un Core i7, le 14700K, et un Core i5 qui sera le 14600K. Donc ça, c'est pas très étonnant. Maintenant, ce que ça donne au niveau spec, pour ceux qui se demandent, eh bien, ces nouveaux processeurs auront respectivement, donc le i5 aura 6 cœurs haute performance, 8 cœurs haute efficacité énergétique, avec une fréquence de base de 3,5 GHz. Il pourra monter jusqu'à 5,3 sur les P-Core, donc les cœurs haute performance. Nous avons le Core i7 qui aura 8 cœurs haute performance, 12 cœurs haute efficacité énergétique. Il pourra monter jusqu'à même, pour information, 5,5 GHz en mode turbo normal, et avec le turbo plus avancé, il pourra même aller jusqu'à 5,6 GHz. Et puis nous aurons le Core i9 14900K qui lui aura 8 cœurs haute performance et 16 cœurs haute efficacité énergétique, donc très similaire au Core i9 qu'on a actuellement. Donc lui, il ne change pas vraiment, à part le fait qu'apparemment la fréquence de base aura augmenté un petit peu. Et lui, il pourra
booster, si tout va bien, jusqu'à 6 GHz de lui-même. Donc juste pour vous illustrer, voilà. La deuxième génération, le Core i7 avait 4 cœurs haute efficacité énergétique. 13e, ils en ont mis 8. Et maintenant, sur cette génération-là, on va en avoir 12. Et pour le Core i5, lui aussi, très important, il en avait 4. Il est passé à 8 et il est toujours à 8. Donc ça n'a pas vraiment changé. C'est surtout le Core i7. Ce qui ne m'étonne pas vraiment parce que si vous vous souvenez, le Core i7 de la 13e génération, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt de le prendre. Selon moi, vous pouviez juste prendre le Core i5, c'était bon. Mais maintenant, avec plus de cœurs haute efficacité énergétique, il devrait être plus intéressant. Mais ça veut dire aussi que l'intérêt du Core i9 va diminuer. Donc là, c'est un peu particulier. Maintenant, ce qui, moi, m'intéressera plus, c'est les versions, évidemment, F, notamment le i5 14400F, qui sera certainement pas très cher et qui, lui, devrait peut-être avoir 6 cœurs haute performance, 8 cœurs haute efficacité énergétique, en toute logique. Parce que le 13400F, lui, en a 6 et 4. Donc, en toute logique, pour mettre plus de concurrence face à AMD, ils vont augmenter ça. Donc, on verra bien. Mais une chose est sûre, pas une énorme révolution cette prochaine génération. Ils vont évidemment fixer d'autres trucs. C'est pas juste une augmentation de la fréquence et des cœurs. Pour certains modèles, il y a aussi un peu une correction de l'architecture. Il y a plus de cache notamment. Donc, on verra bien ce que ça donnera. Mais voilà, ne vous attendez pas non plus à une révolution niveau performance. Ensuite, en parlant de justement aucune révolution niveau performance, la RTX 4060 Ti avec 16 Go de RAM, elle est sortie. Mais il n'y a eu aucun test parce que personne n'en a eu pour faire des tests, littéralement. Donc, elle est juste arrivée tranquillement en magasin et maintenant, vous pouvez l'acheter si vous voulez. Vous ne devriez vraiment pas l'acheter. Le seul groupe de personnes qui pourraient l'acheter, qui auraient un intérêt, c'est les personnes qui ont besoin de beaucoup de RAM vidéo et qui ont besoin d'un GPU moderne qui est plus puissant pour faire justement tout ce qui est calcul au niveau IA. Si vous n'êtes pas dans cette catégorie-là, honnêtement, ne prenez pas cette carte graphique. Elle sort à un prix annoncé de 549 € pour 50 € de plus. Vraiment 50 € de plus. Vous avez des RTX 4070 qui ont diminué de prix, qui sont vers un peu plus de 600 €. Prenez ça. Franchement, vous aurez bien plus de performance, surtout pour les jeux vidéo, et vous aurez toujours 16 Go de RAM. Il n'y a aucun problème. Ce modèle, pour moi, n'a pas beaucoup de raison d'exister. Le modèle 8 Go n'aurait pas dû exister en fait, et ils auraient dû faire en sorte que le modèle 8 Go soit le modèle 16 Go, et ils auraient dû le sortir à justement le prix de 439 €. Là, il y aurait eu un intérêt. Mais ici, non, aucun intérêt. Et vous pouvez voir sur LDLC, du coup, il est en vente. Donc, vous avez vraiment des modèles qui respectent les 549 €. Il n'y a pas trop de stock. Je ne pense pas que ce manque de stock est dû au fait que tout le monde est en mode « Wow, je vais l'acheter » ou autre chose. Je pense vraiment que c'est dû au fait que tous les constructeurs étaient en mode « Oh, ça va pas être la carte qui va se vendre le mieux. Prévoyons le strict minimum de stock. » Je suis pratiquement sûr que c'est ça. Donc, il y a quand même quelques modèles en stock, mais pas les modèles les moins chers. Là, on a un Sud Gigabyte qui a 509 €. Oui. Et vous avez des modèles qui vont jusqu'à 649 €. What the fuck, MSI? Asus aussi. Il y a aussi un modèle Strix. Il n'est pas sur ce site, mais le modèle Strix est encore plus cher. Genre, ne prenez pas cette carte graphique par pitié, c'est de la folie selon moi. Et si du coup on trie, je vais vous montrer la 4070. Vous avez, LDLC ne sont pas forcément les moins chers, mais 659 €. Donc oui, vous avez des 4070 qui coûtent moins cher que des 4060 Ti. Et la 4060 Ti n'est pas très performante déjà pour un prix de 500 €. Mais alors, pour 600 et des euros, c'est juste de la folie. Ne prenez vraiment pas cette carte graphique. Donc là, je regarde vite fait. Je vois que Case King, là, à 619 € la 4070. Et vous pouvez même la voir sur un site qui est Megeko NL, qui est un site un peu particulier. Je ne sais pas si vous pourriez forcément commander, mais le plus bas qu'on peut voir ici, c'est 589 € pour un modèle de chez Inno 3D. Et c'est une 4070. Donc, ouais. Non, ne prenez vraiment pas cette 4060, ce serait de la folie. Ensuite, une autre news au niveau carte graphique, c'est quelque chose qui se fait pas mal depuis quelques années maintenant, mais vous avez des constructeurs en Chine qui prennent des GPU mobiles et les mettent sur un PCB et font un GPU pour votre PC fixe.
Et comme c'est un GPU mobile, vous pouvez quand même télécharger les drivers sur le site d'NVIDIA. Il est quand même techniquement supporté. Donc là, il y a justement un constructeur qui a fait une RTX 3050 de PC portable, mais pour PC fixe. Et du coup, c'est un modèle qui va jusqu'à 65 watts maximum et qui est low profile. Donc ça pourrait être en réalité très intéressant pour quelqu'un qui veut faire un mini PC qui a juste un slot low profile ou quelqu'un qui veut upgrade un Dell Optiplex, comme j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Les Dell Optiplex, ce sont des anciens PC de chez Dell que vous pouvez acheter pour vraiment pas cher sur eBay. Et certains de ces Dell Optiplex n'ont qu'un slot low profile pour une carte graphique. Donc là, ce serait parfait. Vous pouvez juste caser ça là-dedans et puis vous êtes bon. Et une 3050 mobile, c'est pas évidemment la carte graphique la plus puissante au monde, mais si vous voulez juste jouer à des MOBA, vous jouez à Minecraft ou autre chose, c'est largement suffisant. Ensuite, toujours en Chine, vous avez justement AMD qui est en train de travailler sur une RX 7900 GRE. Qui du coup, le GRE, c'est pour Golden Rabbit Edition. Et c'est une succession d'ailleurs à la RX 590 GME qui était la Golden Mouse Edition. Donc c'est une version spéciale Chine que vous n'aurez qu'en Chine, tout comme la RX 5900 du coup, 590. Et donc cette RX 7900 ne sortira qu'en Chine et c'est une version un petit peu... C'est un peu bizarre, c'est un GPU Navi 31 avec visiblement autant de CU pratiquement qu'une 7900 XT, autant de stream processor, mais elle aurait un bus mémoire de 256 bits au lieu de 320 bits et elle aurait 16 Go de GDDR6 au lieu de 20 Go. Donc c'est une carte assez particulière, on peut le dire, et donc que pour le marché chinois par contre. Donc ma foi, on ne la verra pas arriver ici, mais ça pourra arriver que vous pourriez la commander en ligne sur AliExpress ou autre chose et la faire livrer ici. Des fois, ça arrive. Donc, peut-être que certaines personnes vont s'amuser à se la procurer comme ça, mais ne vous attendez pas forcément à avoir un très bon support au niveau driver si vous faites ça, parce que probablement les drivers seront à télécharger sur le site chinois d'AMD. Et enfin, une petite dernière news sur le fait que la ROG Ally a des problèmes de carte SD. Donc ça fait un petit moment en réalité, mais ça vient du fait que la ROG Ally a un design assez particulier où, comme tout est très compact, les VRM du processeur sont juste à côté du lecteur de carte SD. Genre vraiment à côté, comme vous pouvez voir ici, il y a très peu de distance. Du coup, le problème c'est que ces VRM chauffent et cette chaleur finit dans le PCB, passe à côté. Le système de refroidissement des VRM aussi transfère une partie de cette chaleur au lecteur de carte SD. Et donc, les cartes SD que vous mettez dans le ROG Ally surchauffent. Elles passent largement au-dessus des 85 degrés. Et là, c'est juste pas bon pour elles. Quand elles dépassent une telle température, en fait, ce qu'elles vont faire, c'est juste brider leur performance. Donc, vous avez des énormes problèmes de performance si vous mettez un jeu ou si vous mettez des fichiers ou autre chose sur la carte SD et que vous voulez les utiliser sur le ROG Ally. Donc, ça reste un problème particulier parce que pas tout le monde va utiliser le slot de carte SD. Si vous utilisez le slot normal avec un... Pas le slot normal, j'allais dire, mais le slot où il y a un SSD et vous en avez forcément un parce qu'il est là, comme vous pouvez voir juste à côté, vous n'avez pas ce problème-là si vous stockez tous vos jeux sur justement ce slot. Mais si oui, vous voulez utiliser justement le slot SD, là vous allez avoir des problèmes. Comme vous pouvez voir aussi ici, le radiateur de la ROG Ally passe littéralement par-dessus le slot SD. Donc ouais, c'est pas bon, c'est pas du tout bon. Alors que là, le slot SSD, lui, il est à côté du processeur, il y a un peu de proximité, mais au moins, il n'y a rien par-dessus. Donc, il ne se fait pas chauffer avec le radiateur. Donc, ouais, je ne sais pas trop comment on pourrait fixer ça à Asus, parce que c'est juste un choix qu'ils ont fait au niveau design qui ne peut pas vraiment être fixé. Vous pourriez vous dire, oh, mais ils ont juste à le mettre un peu plus loin. Ça fixerait pas forcément, parce que comme vous pouvez voir, il y a toujours du radiateur plus loin. Donc, le seul endroit où ils pourraient le mettre, c'est là-haut. Mais là-haut, là, vous avez le connecteur XG Mobile. Ça va être compliqué de le bouger, lui, il a besoin d'être à côté du processeur. Là, il y a peut-être possibilité de le mettre ici, mais ça requerrait une révision totale de la console. Donc ça, pas forcément près d'arriver. Donc, l'une des solutions que pourrait faire Asus, en réalité, c'est que pour mitiger le problème, il pourrait éventuellement
mettre une barrière thermique entre le slot SD et le radiateur. Ça permettrait d'éviter qu'une partie de la chaleur finisse dedans. Donc vous avez des choses que vous pouvez mettre qui reflètent la chaleur, qui empêchent la chaleur de passer. Mais ça ne change pas le problème que les VRM sont juste à côté. Et eux vont lâcher de la chaleur à travers le PCB et forcément le slot de carte SD va chauffer. Donc moi, ce que je vous conseillerais, c'est pas forcément de compter sur le slot de carte SD pour mettre des jeux ou autre chose. Utilisez juste pour purement stocker des fichiers qui sont pas très importants, enfin des fichiers qui ne requièrent pas d'énorme vitesse et que vous n'allez pas utiliser souvent et qui ne sont pas requis dans un jeu vidéo. Et si vous voulez vraiment plus de stockage, le slot SSD est upgradable. En réalité, vous pouvez changer ça pour un plus gros justement SSD et vous pouvez aller jusqu'à 1 Tera, il me semble, jusqu'au maximum pour le moment, ce qui n'est pas le plus énorme, mais voilà, vous pouvez aller un petit peu plus haut. Après, ou sinon, vous pouvez juste prendre un Steam Deck. Il est moins puissant, mais le Steam Deck est entièrement réparable et n'a pas de problème avec le slot SD. Ça, c'est une autre solution. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce Texama Show un petit peu plus court que d'habitude. J'espère toutefois que vous l'avez quand même bien apprécié. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, comme je vous ai dit, par rapport à des suggestions pour l'appartement. Si vous avez des trucs high-tech que vous voudriez voir, que je vais essayer de faire. Et mon but, c'est vraiment de le faire de manière relativement cheap. Et aussi que ce soit facile pour les gens de le faire parce que je ne suis pas non plus un expert en tech, donc je dois pouvoir y arriver. Et je vous ferai certainement des tutos et je vous montrerai un petit peu ces systèmes-là. Donc n'hésitez pas, si vous avez bien apprécié quoi qu'il arrive ce Texama Show, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si vous n'avez pas apprécié, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.